Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau webinaire France Bois Région. Je m'appelle Alec Bickerstedt, je suis chargé de mission à France Île Bois, l'interprofession de la filière forêt-bois en Île-de-France. Donc aujourd'hui, on organise un webinaire sur la valorisation des essences feuillues dans la construction, en partenariat avec FIBO Hauts-de-France. C'est le troisième webinaire organisé par France Île Bois depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le premier webinaire qu'on avait organisé en partenariat avec Forest était sur les innovations dans la filière forêt-bois. Et le second était également un webinaire France Bois Région sur le thème du carbone, de la forêt et du bois. Ces deux webinaires sont déjà disponibles sur le site internet de France Île Bois et également sur la chaîne YouTube de France Bois Région. Donc, je vous invite à aller les voir plus tard également. Mais aujourd'hui, on va parler de la valorisation des essences feuillues dans la construction. Donc, les feuilles sont une ressource qu'on dispose en grande quantité sur le territoire français. Je rappelle que le territoire français, la surface forestière française est composée aux 2 tiers de feuillus. Et c'est une tendance qu'on retrouve d'autant plus dans le nord de la France. Pour exemple, en Île-de-France, on a 94 à 95% d'essences feuillues, que ce soit des chênes, des hêtres, des peupliers ou du frêne. Malheureusement, pour le moment, ces essences feuillues sont insuffisamment utilisées dans le secteur de la construction. Comme on le verra plus tard, à peu près un quart de la récolte de bois d'œuvre ce sont des feuillus. Et ça représente également à peu près un cinquième de la production de sillage. Malgré tout, on a une volonté croissante de la part de tous les acteurs de la construction ces dernières années pour développer l'utilisation des matériaux biosourcés, en particulier l'utilisation de feuillus, d'utiliser la ressource locale dans une logique de circuit court, également de trouver des utilisations à plus long terme, donc d'utiliser davantage les feuillus en structure, comme nous le verrons plus tard dans ce webinaire. Malgré une place prépondérante aux résineux dans la construction, cette volonté, comme je le disais, des différents acteurs de la construction pour utiliser davantage les feuillus dans une logique de circuit court est également accompagnée par un accroissement des connaissances pour les caractéristiques techniques et mécaniques des différentes essences et aussi sur la multiplicité de leurs usages. Donc, comme je disais, on a la chance d'animer ce webinaire en partenariat avec FIBO Hauts-de-France. Je remercie Thomas Bedeau de m'accompagner aujourd'hui pour ce webinaire et je vais lui laisser la parole pour vous présenter le déroulé de ce webinaire. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vais rapidement me présenter. Thomas Bedeau, FIBO Hauts-de-France. Moi, je suis chargé de mission pour l'interprofession de la filière bois pour la région de France. Et depuis maintenant presque 15 ans, hein, il y a des projets de construction en feuillus en Hauts-de-France. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu la logique des présentations et leur enchaînement surtout. Quand on parle de construction feuillue, voilà, on va déjà voir un petit peu, quand on parle de bois pour la construction, il faut savoir les caractériser mécaniquement. C'est déjà la première donnée. Et donc ça, c'est Monsieur André Richter, directeur adjoint du FCBA, qui nous parlera de la caractérisation et des essais qui ont été faits pour caractériser mécaniquement les feuillus et voir leur potentiel dans la construction. Puis, pour la deuxième intervention, on aura Quentin Rémy, qui est chef de projet de la filière forêt-bois, porteur de hêtre, et qui nous parlera justement de l'utilisation du hêtre en construction, mais pas que. On verra donc comment le hêtre est utilisé en construction et en même temps en aménagement intérieur et voire en utilisation en bardage extérieur. Voilà. Donc là, on sera plutôt sur des projets qui seront voilà, aujourd'hui plutôt à l'état de recherche et développement, peut-être moins avancé que les présentations qu'on aura par la suite. Excusez-moi, grave erreur. Et qu'on aura les présentations qu'on aura par la suite qui seront plus axées sur des retours d'expérience de construction sur des bâtiments plus traditionnels, hein, beaucoup construits par des maîtres d'ouvrage publics à travers les présentations de Laurent Bayet, architecte en région de France et qui, depuis maintenant 15 ans, accompagne la construction feuillue et a été l'un des premiers à mobiliser notamment du peuplier dans la construction. Donc, on vous expliquera un petit peu cette démarche et les retours d'expérience maintenant qui commencent à être nombreux. On fera un focus principalement sur deux des projets de Laurent. Voilà. Puis, pour terminer, et puis pour élargir un petit peu le champ des interventions,
on aura l'intervention de Sébastien Nervat, directeur de la stratégie de l'innovation pour EPA-Marne, qui nous parlera justement des projets de mobiliser le feuillu dans leurs projets de construction, notamment de petites résidences et de petits collectifs en bois en région Île-de-France. Voilà. Alors ce sera une première d'utiliser du feuillu en dehors de la région de France, parce que la région de France, nous, on le fait parce qu'il y a une volonté politique maintenant qui est bien marquée depuis un peu plus de 10 ans. Mais c'est vrai que cette utilisation du feuillu aujourd'hui dans la construction n'est pas encore très développée. Et c'est pour ça qu'on va avoir la présentation de Monsieur André Richter, qui va nous montrer un petit peu les freins et aussi le potentiel du feuillu dans la construction. Je vous laisse la parole, Monsieur Richter. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? C'est parfait. Donc, effectivement, je suis chargé d'introduire aujourd'hui un petit peu les présentations et les débats autour des feuillus dans la construction. Je voudrais commencer par très rapidement présenter FCBA. Donc, FCBA, ça veut dire forêt, cellulose, bois construction, ameublement. Alors, nous sommes un centre technique au service des filières forêt-bois et ameublement, avec comme mission à la fois de promouvoir le progrès technique et l'innovation, mais également de contribuer à l'amélioration de la performance et de la garantie de qualité dans l'industrie. Nous sommes environ 300 personnes réparties sur 6 sites et nous intervenons à la fois au travers d'actions collectives au profit de la filière. C'est les éléments que vous avez en bleu sur la présentation, c'est-à-dire notamment les études et recherches, des travaux en matière de normalisation et de diffusion du savoir. Et nous intervenons aussi au travers d'actions privées en B2B avec des entreprises, comme par exemple pour la certification, les essais, la formation et la consultance. Alors, en ce qui concerne les feuillus, je voudrais d'abord resituer la question des feuillus du point de vue de la ressource. Alors, comme ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez sur la gauche, vous pouvez constater que la surface forestière est à 71% composée de feuillus. La France possède la première forêt feuillue d'Europe, mais les feuillus ne représentent que 27% de la récolte de bois d'œuvre et un peu plus de 18% des sciages. Donc, il y a donc aujourd'hui très clairement une sous-utilisation de la ressource en feuillus française. À droite, vous avez un petit camembert qui montre que 90% de la récolte de bois d'œuvre est représentée par 3 essences. Les chênes, parce qu'il y a plusieurs variétés de chênes en France, le hêtre et les peupliers. Dans la suite de mon exposé, je vais essentiellement parler de ces 3 essences, sachant que pour information, on trouve dans nos forêts environ une 60aine d'essences feuillues commercialisées. Alors, FCBA travaille depuis une bonne décennie sur les feuillus dans la construction, notamment pour répondre à une demande croissante d'utilisation de bois local. Il faut savoir que les normes relatives au bois de construction ont été bâties exclusivement en référence aux caractéristiques des résineux, qui sont aujourd'hui très majoritairement utilisés dans la construction. Il y avait donc un important déficit normatif au niveau des feuillus que nous sommes attachés à combler au cours des 5 ou 6 dernières années. En particulier, on a qualifié les principales essences de feuillus pour un usage en structure. Ce qui veut dire que concrètement, on a bâti des échantillonnages de grumes provenant de différentes forêts de France et on a passé les sciages sur un banc d'essai pour voir quelle était leur limite de résistance mécanique. C'est la petite photo que vous avez sur la droite. On a également travaillé sur le collage et on a introduit tous ces résultats donc concernant à la fois le chêne, le hêtre, le châtaignier et les peupliers. On a introduit tous ces résultats dans des normes de classement existantes pour le bois massif et le bois collé. Alors c'est un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, très clairement, ces bois-là peuvent être utilisés en construction, ils sont normalisés et on peut y apposer le marquage CE qui atteste de leur conformité pour un usage en structure. Alors en scierie, chaque planche doit être en principe classée selon sa résistance mécanique. Et ça peut se faire soit visuellement en repérant les défauts du bois ou par des machines de classement.
Alors, dans le cas des feuillus, il y a moins de corrélation entre les défauts visibles du bois et la résistance mécanique. Et donc, le classement visuel a plutôt tendance à sous-estimer les qualités mécaniques de la planche. Et donc, notre objectif est de développer, on le verra tout à l'heure, des machines existantes ou nouvelles qui permettent de classer ces sciages. Alors, comme je viens de le dire, il n'y a pas aujourd'hui pas de difficulté technique ni normative à utiliser les feuillus dans la construction. Mais il y a quand même encore un obstacle pour vraiment les démocratiser, qui est celui du prix du produit. Vous avez là un petit tableau qui compare les prix de vente, les rendements de sciage, les temps de séchage entre les principales essences de feuillus et l'épicéa, qui est aujourd'hui un petit peu l'essence de référence dans le domaine de la construction. Donc vous voyez qu'au niveau des prix de vente, il y a des différences fortes qui vont du simple au quadruple. Les rendements de sciage, c'est-à-dire la proportion de sciage qu'on peut sortir d'un mètre cube de grume, est également différente, notamment pour le chêne et le hêtre. Et les temps de séchage sont également beaucoup plus longs. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée, le prix de la planche est significativement plus élevé pour les feuillus que pour les résineux. On travaille aujourd'hui sur des modalités de sciage un petit peu différentes, également sur des modalités de séchage un petit peu innovantes qui, certainement, dans un délai relativement court, permettront de réduire ces écarts. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on constate ces écarts de prix. Et donc, notre objectif est aujourd'hui plutôt de développer des produits techniques, donc des produits à base de bois reconstitué, collé pour les feuillus, parce que d'une part, la demande du marché est croissante sur ces produits. Ils ont notamment l'avantage d'être très stables au niveau dimensionnel, mais ils peuvent aussi permettre de valoriser des courtes longueurs et des qualités secondaires. Par ailleurs, comme j'ai dit qu'il y avait un écart de prix important, la valeur ajoutée d'un produit de ce type-là est nettement plus importante, et donc la matière première compte moins dans le prix final du produit. Et puis enfin, et on va le voir tout de suite, la résistance mécanique de certains feuillus peut être particulièrement bien mise en valeur. Alors, je vais maintenant passer à un focus sur les trois essences que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le peuplier, le hêtre et le chêne. Alors, en ce qui concerne le peuplier, on en trouve en France un grand nombre de variétés ou cultivars, c'est le terme un peu officiel qui est utilisé, mais qui ont des propriétés différentes. Donc, quand on dit le peuplier, en fait, il faudrait dire les peupliers. Certains sont plus aptes à la pâte à papier, d'autres au déroulage. Alors, le déroulage, on déroule le bois pour faire des feuilles, qui ensuite permettent, par exemple, de faire du contreplaqué ou de l'emballage léger. Et puis d'autres, enfin, sont aptes à une utilisation en structure. Alors, FCBA a fait un gros travail d'identification des caractéristiques de ces cultivars. Vous avez un petit tableau sur la droite qui à titre d'exemple, qui montre, suivant les couleurs des cases, si le cultivar peut être utilisé dans une utilisation en structure, en palette ou en menuiserie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, certains cultivars sont déconseillés pour une utilisation en construction. Ce qui veut dire qu'à défaut d'avoir une traçabilité parfaite des approvisionnements, le sieur doit s'assurer que les sciages produits ont les qualités mécaniques suffisantes pour une utilisation en construction. Et pour cela, j'ai évoqué effectivement tout à l'heure les machines de classement. Alors nous avons travaillé effectivement sur les réglages de machines de classement existantes pour le résineux, puisque aujourd'hui elles n'ont été développées que pour les résineux. Et nous avons adapté ces réglages pour qu'on puisse classer effectivement des feuillus, donc notamment ici le peuplier. Et on obtient de très bons résultats qui sont tout à fait similaires à ce qu'on a pour les résineux. Et donc, on a aujourd'hui 9 machines de classement qui sont en cours d'homologation, des machines de différentes tailles. Vous avez ici en représentation une toute petite machine portative et sur votre droite, une machine plus importante, donc qui permet d'augmenter sensiblement les rendements. On a travaillé aussi sur les produits reconstitués en peuplier, en optimisant le collage et la constitution des produits. Et en particulier, on a montré qu'en panachant différents débits de qualité différentes, on arrive à maintenir les caractéristiques mécaniques extrêmement intéressantes pour le produit final,
qui est comparable à ce qu'on obtiendrait si on utilisait uniquement les meilleures qualités. Donc aujourd'hui, je pense que pour le peuplier, alors j'ai l'habitude de dire que le peuplier est le feuillu qui ressemble le plus au résineux. Vous l'avez vu tout à l'heure en termes de prix, vous l'avez vu ici en termes de caractéristiques mécaniques qui sont tout à fait semblables à celles de l'épicéa. Je pense qu'on peut espérer rapidement monter en puissance de l'offre en produits de construction en peuplier. En ce qui concerne le hêtre, c'est un petit peu différent. Alors, il est déjà utilisé dans le domaine de la construction, notamment pour ce qui est des portes coupe-feu ou des escaliers. Le principal marché restant quand même celui du meuble, notamment du meuble malheureusement pas fabriqué en France, donc c'est plutôt des sièges qui sont exportés. Et puis il y a aussi un marché au niveau de l'emballage. Donc c'est un bois dur qui possède d'excellentes qualités mécaniques, là, qui sont en l'occurrence supérieures à celles des résineux. Vous avez ici une petite image d'un produit qui s'appelle Baubourre, donc qui a été développé par un sieur allemand qui s'appelle Paul Meyer, et qui a une résistance mécanique exceptionnelle. Donc là, c'est en l'occurrence un LVL ou un lami-bois, c'est-à-dire c'est des fines lamelles collées ensemble qui permettent d'obtenir des poutres dont la résistance mécanique est effectivement très au-delà de ce qu'on peut avoir pour les résineux. Alors nous, on travaille actuellement encore, puisque le projet n'est pas terminé, avec un industriel du hêtre sur plutôt des poteaux en bois lamellé collé. Et on s'aperçoit, puisque des tests sont en cours, que ces poteaux ont une excellente résistance à la compression, qui est de l'ordre de 3 fois celle qu'on observe pour les résineux, ce qui permet d'envisager quand même une réduction de la dimension de ces poteaux, ce qui permet de gagner de la surface au sol, mais qui permet aussi de revenir dans des gammes de prix qui sont plus intéressantes. Et puis, on imagine aussi que ces poteaux puissent servir dans des immeubles de moyenne ou grande hauteur, pour lesquels, effectivement, il y a besoin d'avoir une résistance à la compression importante. Donc, cet industriel prévoit de commercialiser ce type de poteaux, en principe, au début de l'année prochaine. Une autre perspective intéressante, donc on a mis au point au travers d'un projet qui s'appelle EU Hardwood, donc qui est un projet européen, parce que l'utilisation des feuilles dans la construction intéresse pas seulement la France, mais beaucoup d'autres pays européens qui ont une ressource en feuillus importante. Et nous avons travaillé dans le cadre de ce projet sur un CLT hybride composé de résineux et de feuillus. Donc au milieu, vous avez une bande de résineux, et puis en extérieur, du feuillu, ce qui permet d'augmenter sensiblement les performances par rapport à du CLT d'épicéa, notamment en matière de résistance au cisaillement, mais également en termes de rigidité. Mais il y a encore là aussi un travail à faire pour voir si économiquement parlant, ce produit peut se placer sur le marché. Alors, en ce qui concerne le chêne, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le chêne, il a beaucoup de marchés aujourd'hui avec une forte valeur ajoutée. Et je citerai notamment la tonnellerie, le parquet, la menuiserie, et ce qui explique un prix d'achat beaucoup plus élevé de la matière première, vous avez pu le constater tout à l'heure. Mais pour autant, il y a quand même une proportion de bois de qualité secondaire qui est plus difficile à valoriser. Alors, qui est valorisé aujourd'hui notamment par la traverse de chemin de fer, mais avec la concurrence de la traverse en béton, ce marché est plutôt en déclin. Donc, il y a des possibilités de valorisation des qualités secondaires. Alors, toujours dans le même projet européen que je vous ai cité tout à l'heure, nous avons travaillé sur effectivement des scénarios de valorisation du chêne de qualité secondaire, soit sous forme de surbi, donc c'est vraiment la partie haute de l'arbre, c'est la petite photo que vous avez sur la gauche, soit sous forme de grumes de jeunes chênes qui n'ont pas forcément encore atteint le diamètre pour être sciés pour des utilisations plus nobles. Et nous avons, pour ces lots, travaillé sur des nouveaux produits en lamellé collé que nous avons caractérisés. Et effectivement, on obtient des caractéristiques mécaniques qui sont là aussi supérieures à un bois lamellé collé de résineux, notamment pour les jeunes chênes. Ça nous a permis aussi de travailler, de mettre en route
un processus de liaison entre le sieur et le fabricant de lamellés collés, et qui ont pu prendre connaissance des contraintes de chacun et du cahier des charges nécessaires à la fabrication de ces bois lamellés collés. Donc il y a encore du travail pour constituer une filière pour ce type de produit, sachant qu'effectivement, en termes de prix, on reste malgré tout un niveau de prix qui est aujourd'hui de l'ordre d'à peu près 2,5 fois plus cher que l'équivalent de bois lamellé collé en résineux. Et puis, autre difficulté, même les machines de classement existantes aujourd'hui sont relativement peu fiables pour le chêne, c'est-à-dire qu'elles donnent des résultats qui là aussi sous-estiment la qualité intrinsèque du chêne en matière de résistance mécanique. Et donc, nous travaillons là aussi avec notamment l'ENSAM de Cluny sur des nouvelles modalités de classement du chêne. Je voudrais terminer mon exposé par les bois modifiés thermiquement, qui sont, de mon point de vue, aussi un marché d'avenir pour les résineux dans la construction. Alors là, on n'est pas forcément dans la structure, puisqu'on travaille plutôt là sur des usages en bardage ou en platelage. Alors, le principe des bois modifiés thermiquement, c'est qu'on chauffe le bois jusqu'à 200-250 degrés par cycle, ce qui détruit la cellulose qu'il contient. Et de ce fait, le bois chauffé est beaucoup plus durable pour une utilisation en extérieur, mais malheureusement, il perd aussi de ses qualités mécaniques. Donc, il faut trouver le bon compromis entre durabilité et qualité mécanique. Et c'est un petit peu l'objectif de nos travaux. Actuellement, il y a plusieurs procédés de chauffe et des recettes pour obtenir des bois modifiés thermiquement. Donc, les caractéristiques de ces bois qu'on trouve aujourd'hui sur le marché ne sont pas forcément totalement comparables. Donc, nous avons travaillé avec ces fabricants-là pour mettre au point des paramètres d'autocontrôle après traitement, ce qui permet d'homogénéiser un petit peu la production en termes de caractéristiques, et ce qui permet aussi d'améliorer les recettes des producteurs pour arriver au meilleur compromis possible entre durabilité et résistance mécanique. Et tous ces éléments-là devraient permettre d'établir un référentiel de certification qui devrait, dans tout état de cause, sortir d'ici le début de l'année 2021. Et effectivement, ces bois-là, aujourd'hui, les bois thermochauffés sont très utilisés. Je crois qu'on en verra des exemples tout à l'heure dans d'autres présentations, soit en bardage ou même le peuplier, qui est une essence peu durable, est utilisé. Et puis aussi en platelage, où là, aujourd'hui, il y a un engouement pour le frêne, du fait des coloris et de l'esthétique qu'on obtient en chauffant le bois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Richter. On va laisser la place aux questions, nombreuses qu'on a reçues pendant votre intervention. Ouais, merci beaucoup, M. Richter. Donc, comme l'a dit Thomas, des questions arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme Vodalis. On est en train de les lire et il y aura à chaque fois une série de questions après chaque intervention. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et on nous demande par ailleurs si les présentations seront envoyées. Donc oui, ne vous inquiétez pas, toutes les présentations que vous voyez pendant ce webinaire vous seront envoyées ensuite par mail. Donc, on va commencer par une première question, Monsieur Richter, sur la question de la ressource. Est-ce qu'il y a des études ou une visibilité sur les principales ressources disponibles sur le territoire français et une visibilité, notamment en lien avec le changement climatique, sur les 20, 30, 50 prochaines années, sur les futures disponibilités en essence PU en France? Alors, nous travaillons avec l'IGN, donc l'Institut géographique national, sur des études de ressources et de disponibilité qui sont mises à jour à peu près tous les 5 ou 6 ans. Donc effectivement, on voit un petit peu aujourd'hui qu'il y a une récolte en matière de feuillus qui est quand même sensiblement inférieure à la production de bois. Pour autant, effectivement, il y a un événement nouveau qui est le changement climatique qui va affecter certainement la répartition des essences et leur importance au niveau français. Et pour ça, pour l'instant, il n'y a encore pas d'étude qui est lancée, mais il y a un projet certainement pour 2021, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, qu'avec les canicules estivales, avec les attaques de scolytes, notamment sur les résineux, la situation évolue très rapidement et donc il y a besoin pour les producteurs de bois et puis pour les marchés futurs d'avoir une idée précise sur l'évolution, notamment de la ressource en hêtre et en chêne.
Très bien. Alors, une autre question qu'on va enchaîner rapidement. Il y a des questions sur le classement mécanique et notamment deux questions. Est-ce que l'on peut classer mécaniquement des bois avec un marquage Choc quand on utilise une série mobile? Et est-ce qu'on peut classer mécaniquement des bois aboutés en petits coursons? Oui, alors, je dirais que le classement est totalement indépendant de la modalité de sciage. Donc, effectivement, on peut classer des bois qui sont issus d'une scie mécanique. Alors, évidemment, je pense qu'il faut adapter du fait le matériel qui est utilisé. J'ai montré tout à l'heure qu'il y a du matériel portatif qui permet, avec un système vibratoire, de déterminer la qualité mécanique du bois. Donc, il y a aucun inconvénient à ce niveau-là. Et puis pour les coursons, bah, c'est pareil, mais bon, il y a une question de rentabilité de l'opération, puisque plus on utilise des bois courts et plus on est obligé de passer de bois pour obtenir un produit ensuite reconstitué. Donc, mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Merci, Monsieur Richter. Une nouvelle question sur l'utilisation de bois feuillu dans la construction. Est-ce qu'elle permet de valoriser du bois qui est actuellement utilisé en bois énergie? On nous donne l'exemple des baux grisards, qui est un excellent bois de charpente encore présent dans certaines régions depuis plus de 200 ans, mais qui est actuellement impossible à vendre, sauf en plaquettes énergie. Ah, c'est difficile. Alors, je ne connais pas le cas spécifique que vous citez. Ce qui est clair, c'est que normalement, les bois qui sont utilisés en bois énergie sont vraiment des bois de qualité très, très inférieure. Donc, on a vu tout à l'heure que notamment pour le peuplier, on peut dire le grisard s'en approche. Il n'y a pas de difficulté pour utiliser des bois de qualité inférieure, mais il faut les panacher avec des bois de bonne qualité quand on fait des produits reconstitués. Donc, ça ne peut pas s'utiliser tout seul. Pour compléter, le grisard est un des, enfin, c'est pas véritablement un cultivar de peuplier, mais c'est une essence mécaniquement qui fonctionne très bien, voilà, très résistante. Peut-être aussi sur les spécificités du classement, parce que vous disiez que le peuplier, on peut classer le peuplier comme le résineux, avec des classements C18, C24, Oui, qui sont les classements principalement utilisés en construction bois, minimum en tout cas. oui. Et est-ce que pour le hêtre, on a cette équivalence? Est-ce que quelqu'un qui voudrait acheter du hêtre peut demander des classements équivalents C18, C24 en hêtre? Alors, pour les autres feuillus, parce que vous faites bien de dire que le classement utilisé pour le résineux est en fait celui utilisé pour les résineux. Pour les autres feuillus, les classements sont différents et on ne parle pas de C mais de D, D24, D30, mais il y a des tables de, comment dire, de correspondance entre les deux types de classements. D'accord. Et après, en termes de comportement en mise en œuvre sur chantier, est-ce qu'il y a des différences sur ces bois utilisés, sur les feuillus? Est-ce qu'on peut, de façon identique, utiliser du hêtre ou du peuplier en construction de la même façon avec les mêmes sections? Euh, Disons que, en fait, les mêmes sections, je pense que les qualités mécaniques du hêtre étant supérieures, on doit pouvoir diminuer les sections par rapport à du peuplier ou des résineux. Après, il y a des comportements qui sont un petit peu difficiles. Par exemple, le hêtre a une tendance à fendre ou à se déformer. Alors, quand il est sec, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des prescriptions particulières à ce niveau-là. Mais sinon, au niveau comment dire, des dimensions, effectivement, c'est aussi un des axes de travail qu'on développe, c'est de voir si effectivement une partie du prix supérieur de ces essences, je parle du hêtre et du chêne, ne peut pas être compensée par des sections inférieures, compte tenu que les qualités mécaniques sont, elles, nettement supérieures. Alec, as-tu d'autres questions ou est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur la prochaine intervention? On va enchaîner sur la prochaine intervention. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va passer la parole à Quentin Rémy qui va nous parler du hêtre, de son utilisation en construction et en aménagement. À toi la parole, Quentin.
Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien la présentation. Quentin Remy, chargé de mission dans la marque collective Terre de Hêtre. Donc, je vais vous présenter un projet qu'on a accompagné et qui s'appelle les Woodies à travers, avec l'utilisation de bois local et notamment le hêtre. Je vais d'abord commencer par vous présenter qu'est-ce que Terre de Hêtre. Donc, Terre de Hêtre, c'est une marque collective qui est née dans un contexte territorial assez particulier, puisque c'est dans les Vosges, et c'est issu de la collaboration de 3 structures publiques, à savoir le Pays d'Épinal, qui est un pôle d'équilibre territorial et rural, ça doit certainement parler aux acteurs publics qui m'écoutent. Et c'est un EPCI qui a plusieurs compétences, dont une charte forestière de territoire. Il y a l'agglomération d'Épinal également, qui est du coup un EPCI de plus petite taille, recentré autour d'Épinal, donc ville qui accueille l'ENSTIB, donc l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, et du coup qui a la compétence de développement économique, et c'est pour ça qu'elle s'intéresse aussi à la filière forêt-bois. Et puis, un groupement d'intérêt public, donc ingénierie territoriale pour l'emploi et la filière forêt-bois, qui m'emploie et dont je suis en charge de l'animation de la marque Terre de Hêtre. Donc, pour que vous puissiez visualiser, donc voici les Vosges, et voici le territoire sur lequel nous travaillons. Donc, il y a une partie des Hauts-de-Vosges, mais toute cette partie de plaine est composée de grandes hêtraies, quelques chênaies autour de Darney, bien entendu, mais beaucoup de hêtraies, donc on a un stock de hêtres sur pied assez important. Donc, pourquoi ces collectivités territoriales se sont impliquées dans la filière hêtre ? Il faut savoir qu'à la fin des années 2000 et au début des années 2010, il y a eu une crise sur notre territoire dans cette filière, puisqu'en fait, suite à la tempête de 99, la qualité des bois a largement baissé, et donc le prix du hêtre a fortement diminué, ce qui, du coup, a entraîné les propriétaires forestiers à se dire on va garder le hêtre sur pied pour éviter entre guillemets de perdre de l'argent et vendre le hêtre plus cher quand les cours remonteront. Sauf que durant toutes les années 2000, ça a été un peu la stratégie, et à la fin des années 2000, le cours du hêtre n'avait toujours pas remonté, et du coup les scieries se retrouvaient à court de bois, et donc là elles ont frappé aux portes des collectivités territoriales, puisqu'en fait, dans les Vosges et dans l'Est, la forêt est à majorité publique. Donc, sur notre territoire, on a 50% de forêt communale, 30% de forêt domaniale, et le reste, c'est de la forêt privée. Donc, en frappant aux portes des collectivités, c'était là où elles pouvaient avoir le plus d'impact sur comment gérer leur approvisionnement. Donc, il y a eu ce premier travail de Terre de Hêtre, ça a été justement d'inciter les communes à signer des contrats d'approvisionnement auprès des scieurs pour que les scieries puissent continuer à scier du bois. Dans un second temps, la réflexion s'est faite aussi sur les produits des scieries, puisqu'en fait, début des années 2010, les scieries n'avaient plus qu'un seul client majoritaire, c'était ArcelorMittal, dans le nord de la Lorraine, pour faire de la caisse et des palettes, donc très très peu de valeur ajoutée, et ça devenait un souci, puisqu'en fait ArcelorMittal faisait le tour de toutes les scieries pour négocier au centime près le mètre cube de bois, donc voilà, c'était pas la panacée pour les scieurs. Donc là, la collectivité s'est dit, si on veut avoir de la valeur ajoutée et de l'économie sur nos territoires, il faut qu'on puisse trouver des débouchés à valeur ajoutée pour nos essences de bois, donc notamment le hêtre. Sauf que dans la filière bois, on sait que ce qui consomme le plus de bois, c'est la construction. Alors, quand je parle de la construction, il y a effectivement la structure, mais il y a aussi tout ce qui est aménagement intérieur et extérieur qui est afférent à la construction. Et donc, un des premiers projets a été le projet des Woodies. Et ça s'est fait en comaîtrise d'ouvrage avec la commune de Certigné et la communauté de communes de l'époque. Ils se sont regroupés parce qu'en fait, il y avait
c'est vraiment une histoire de dynamique territoriale, ce projet-là, puisque la commune avait besoin de réhabiliter un site touristique. La communauté de communes avait besoin d'hébergement touristique sur son territoire, puisqu'on est on est en plein sur la route thermale dans les Vosges. Donc, il y avait un manque d'hébergement touristique. Et Terre de Hêtres avait besoin de prouver que c'était possible de construire avec du hêtre en structure. Et donc, la combinaison de ces trois besoins ont fait que les objectifs se sont réunis et ont monté un projet avec 7 bâtiments et 4 systèmes constructifs différents. Alors, pour une commune de Clairtigny qui représente 2000 habitants et une petite communauté de communes de 11 villes et villages des Vosges, voilà, c'était assez gros. Donc, ils se sont attachés les compétences du cri de bois en assistance à maîtrise d'ouvrage, mais également du FCBA. Puisqu'il faut se rappeler que là, du coup, c'est un projet qui a commencé en 2012. Enfin, les premières réflexions ont commencé en 2012, et à cette époque-là, le hêtre n'était pas du tout caractérisé pour la construction. Et si mes souvenirs sont bons, la caractérisation du hêtre par classement visuel, elle est sortie en 2015, je crois. Et donc voilà, c'était un projet un peu ambitieux. Et là-dessus, ça a été intéressant, puisque même l'architecte a bien voulu jouer le jeu de dessiner quatre types de bâtiments différents que je vais pouvoir vous présenter. Donc voici le site des Woodies avec en fait la répétition à chaque fois en 2 fois d'un système constructif. Donc voilà la réhabilitation du plan d'eau. Donc le premier, le bâtiment d'accueil, le hêtre, il est présent à la fois, du coup on le voit en bardage, c'est du hêtre thermotraité, et là l'architecte s'est dit, il n'a pas voulu faire du bardage, enfin il a voulu faire un bardage à claire-voie avec un bardage derrière métallique pour s'assurer en fait de la pérennité du bâtiment. À cette époque-là, c'est pareil, le thermotraité, on commençait seulement, et on n'était pas sûr de la durabilité dans le temps. Bon, ben voilà. Maintenant, 6 ans après la livraison, les lames sont toujours là, et donc, ça se passait très bien, mais voilà, l'architecte a préféré assurer le coup. Sur ce bâtiment, il y a également une charpente en lamellé-collé de hêtre qui est voûtée. Donc là aussi, ça a été un peu spécifique, puisqu'en fait, le lamelliste n'avait pas l'habitude de coller du hêtre, et il n'avait pas non plus l'habitude de cintrer ses poutres. Donc là, c'est quelque chose qu'il a testé, et ça fonctionne très bien. Et là aussi, c'est intéressant, c'est de voir le mix des essences entre du coup tout le plafond qui est en résineux, mais la structure qui est en hêtre. Donc encore une fois, on ne prône pas le hêtre partout, c'est juste le hêtre au bon endroit. Et donc là, il fait tout à fait office de structure, et donc là, ça fonctionne très bien. Donc, ce que j'ai oublié de préciser en introduction de ce projet des Woodies, l'objectif c'était de valoriser la matière locale, donc le hêtre, mais aussi les autres essences. Et donc du coup, tout le bois que vous voyez là viennent des forêts à 30 km aux alentours, quoi. Sur le deuxième bâtiment, donc le chalot, ce qui est appelé le chalot, donc c'est une forme architecturale qui est typique dans les Vosges. Et donc là, il y a une charpente en Douglas, et pour toute la structure extérieure qui supporte le toit. Il y a un bardage en hêtre thermotraité, et là, du coup, derrière, il y a seulement le pare-pluie. Là, le risque était moins grand, parce qu'avec les débords de toit, il y a très peu d'eau courante, enfin de pluie qui arrive dessus, donc il est très bien protégé. C'est pour ça que l'architecte, là, sur celui-là, s'est permis de le mettre vraiment comme un bardage classique. Et sur ce bâtiment-là, la structure est réalisée par... ce sont des produits, c'est un CLT de hêtre,
qui était produit de manière industrielle par Linéazen au nord de la Lorraine. Voilà. Le troisième type de structure, c'est ce qui a été appelé par l'architecte Tetris, en clin d'œil au jeu bien connu, où là, en fait, c'est un produit d'ameublement qui a été utilisé en structure. Donc là, c'est un détournement de produits déjà existants, c'est un multipli de êtres, et en répétant les caissons comme vous pouvez le voir sur l'image, ça permet de réaliser tout à fait la structure, enfin de faire la structure du bâtiment. Donc là, l'architecte a fait le choix de le laisser apparent. Donc du coup, ça montre aussi que tous les corps de métier ont été très coopératifs sur ce projet-là, puisque en fait, là, c'est le charpentier qui a mis en œuvre le système constructif, mais comme c'était un système apparent, on lui demandait une précision de menuisier. Enfin, voilà, il ne fallait pas des coups de crayon, il ne fallait pas qu'il y ait de jeu et tout ça, parce que là, on ne pouvait pas le cacher. Donc là, ça a été vraiment un chantier très, très minutieux pour le charpentier également. Et enfin, dans le dernier type de bâtiment, là, la structure est réalisée par une ossature bois classique, mais le contreventement est en fait réalisé par le parement intérieur de la maison, du coup avec des petites planches de bois, de hêtre, qui sont assemblées par rainures languettes. Et du coup, ça faisait des panneaux que le charpentier pouvait installer de manière assez simple. Alors, sur cette mise en œuvre-là, il a fallu également faire très attention au séchage du bois, parce qu'en fait, voilà, pour qu'il n'y ait pas de marque pérenne, comme encore une fois, ce sont des bois qui allaient être visibles. Voilà, avec le scieur, il y a une grande attention pour que le séchage soit bien fait, notamment le lattage avant la mise en séchoir. Donc là, c'est vraiment un projet qui a nécessité vraiment la coopération de tous les acteurs de la construction, du sillage, enfin même, j'allais même dire de l'ONF, puisque du coup c'est avec l'ONF que les bois ont été choisis, jusque vraiment la mise en œuvre. Et donc enfin sur ce sujet-là, sur ce projet-là, ce qui est important, c'est de montrer qu'en fait, sur un seul site, on a quand même 4 systèmes constructifs différents. On a l'utilisation du hêtre thermotraité qui n'était pas tellement avant ces projets-là. Et ça permet ensuite d'imaginer des développements possibles, parce qu'en fait, on reste une collectivité territoriale, mais l'objectif, c'est vraiment le développement de notre territoire par le biais de la filière. Et donc, il y a une réflexion qui est en cours sur le territoire pour justement mettre en place un four de thermotraitement des feuillus et du hêtre en particulier. Et donc, on a la coopération également sur ce sujet-là d'autres partenaires industriels du territoire. Et c'est vraiment un projet assez emblématique sur notre territoire pour montrer la dynamique territoriale. Ce n'est pas que de la construction publique pour se faire plaisir. C'est vraiment essayer de montrer que la dynamique peut se faire et lancer vraiment après ensuite la réalisation de projets, de projets en bois local et possiblement en hêtre. Donc voilà. Merci beaucoup, Quentin. Une petite question. Est-ce qu'il existe des producteurs de hêtre structure? Est-ce qu'on trouve des produits d'ossature en hêtre pour des gens qui souhaiteraient construire? Alors, là-dessus, sur le CLT de hêtre, il a été produit pendant 4 ou 5 ans, donc par l'entreprise Linéazen. Malheureusement, cette entreprise a fermé depuis. Donc ça, c'était un produit constructif à base de hêtre qui était disponible sur le marché, mais maintenant, il ne l'est plus. Après, pour du lamellé-collé, je connais 2 lamellistes qui sont
qui soit en mesure de coller du hêtre et de vous fournir le bois en structure. Voilà. Merci, Alec. Peut-être une question? Oui, Quentin, une question également sur la question de la disponibilité de la ressource en hêtre. On a eu des échos du côté de Francis-Bois que l'utilisation de hêtre allait être vachement mise en avant en lien avec le changement climatique, où le hêtre n'allait peut-être pas rester disponible très longtemps. Est-ce que tu pourrais réagir à ça? Après, c'est très compliqué de voir le futur, et si quelqu'un connaît le futur, ce serait vraiment génial. Mais pour l'instant, le hêtre, on en a énormément sur pied. Donc, il faudra de toute façon l'utiliser et envisager de l'envoyer en Chine pour que ça nous revienne après sous forme de meubles, que ça reste là-bas pour leur propre consommation. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, il faut l'utiliser. Et c'est un peu une réponse. Je ne peux pas me prononcer sur la disponibilité du hêtre dans 20 ans. C'est vrai que tous les schémas de répartition prévisionnels montrent qu'effectivement, il y aura une diminution de la répartition du hêtre. Mais encore une fois, on ne connaît pas son adaptabilité. On ne connaît pas. Enfin, de toute façon, pour l'instant, il y a du hêtre sur pied et en volume assez conséquent. C'est aussi pour ça qu'on développe aussi d'autres systèmes constructifs, notamment la construction à base de picots, que vous aviez pu apercevoir sur ma dernière diapo, où justement on essaie de trouver d'autres moyens encore de mettre le hêtre en structure. Merci. Merci, Quentin. Il y a pas mal de questions sur la mobilisation des bois courts, des choses comme ça dans la construction, sur des systèmes constructifs qui pourraient permettre d'utiliser des bois courts et pas des bois longs. Alors ça, on y reviendra, et je pense que dans les présentations de Laurent Bayet, cette approche justement, elle va être vue. Pour expliquer un petit peu l'histoire du bois quand on veut l'utiliser dans la construction, généralement quand on veut utiliser une nouvelle essence, on utilise plutôt des bois courts, parce qu'on n'a pas des bois techniques qui sont des grandes barres à bouter et des bois lamellés-collés. Et plus on utilise l'essence dans la construction, plus après, avec cette essence-là, on va développer des produits techniques comme du bois massif à bouter ou des grandes poutres en lamellés-collés. Donc, je pense que cette approche-là sera bien vue, parce que c'est exactement l'approche qui a été opérée avec le peuplier. Et donc, je vais laisser la parole à Laurent Bayet. Et pour aussi, juste avant de basculer sur la prochaine présentation, il y avait pas mal de questions qui reprenaient sur le fait effectivement, on a du bois, on n'arrive pas à le valoriser en structure, alors que c'est plutôt des bonnes essences et que c'est des bois qui vont partir en bois énergie. Effectivement, la stratégie de la filière bois, c'est plus on va mobiliser de bois pour construire et pour la construction, plus on aura des connexes, c'est-à-dire des chutes de bois qui pourront être utilisées après en plaquettes ou pour le bois énergie. La priorité du bois, c'est d'abord la construction, et après, avec les chutes, on l'utilise pour le bois énergie. Voilà. C'est le cycle vertueux de la construction bois. Oui, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut davantage construire en bois pour avoir davantage de connexes. Voilà, et pas couper du bois pour alimenter les cheminées. Ah, Laurent, je vais te laisser la parole. Alors, Laurent Bayet, architecte dans la région de Lille. Et peut-être ouvrir ton micro, Laurent. Parfait, on t'entend. Voilà, bonjour à tous. Donc Laurent Bayet, je suis architecte à Lille, notamment dans la région de France. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un retour bref sur deux bâtiments emblématiques que l'on a réalisés à travers une quinzaine d'années de travail autour de la filière bois local, notamment l'utilisation du peuplier en structure, qui est le bâtiment de la salle Grémaud. J'ai un souci technique, voilà. La salle polyvalente de la salle Grémaud à Leuzen et des tribunes d'un stade de foot à Étapes-sur-Mer. Donc, différentes approches que l'on a eues à travers l'idée, le matériau en soi, la technique de la réalisation. Donc, on va
tout de suite embrayé sur l'utilisation de bois courts en structure, et notamment ce qui implique la conception de la structure. Donc là, ici, le premier projet auquel on a été confronté, qui est une salle polyvalente sur la commune de Leuzen, qui a été notre première approche en fait, en termes d'utilisation du peuplier en structure. Donc voilà, c'est un projet qui est bien particulier puisqu'on avait à réaliser avant tout une structure qui devait passer dans un espace d'une porte qui faisait 1,60 m par 2 m. Voilà. Donc, il fallait un ensemble manuportable. La spécificité de travailler avec du bois court dans le cadre de la filière locale nous a permis justement de répondre à cette dynamique. Mais par contre, toute une problématique liée au travail de réalisation d'une poutre qui soit exécutée avec des éléments purs et simples de planche. Donc, faire passer l'ensemble des assemblages les efforts d'assemblage dans les nœuds. Donc là, ici, on a eu une première approche sur le bois à proprement parler, donc un peu de littérature, un peu d'échange avec les scieurs de peupliers, et l'utilisation du cultivar Robusta s'est imposée, mais de façon empirique, puisqu'on n'avait pas d'autres lectures que celle-ci. Après plusieurs aussi constatations, on s'est aperçu que le bois était relativement hétérogène, et une méthode de sciage s'est tout de suite imposée, qui est celle du cartelot. Donc en fait, c'est travailler pour faire en sorte qu'on puisse maximiser l'ensemble des planches en périmétrie de l'agrume, puisque la partie du cœur est relativement de moins bonne qualité et qui est plus adaptée à l'utilisation en palette, par exemple. Voilà. Donc, autre problématique sur laquelle on s'est penché aussi, c'est en travaillant avec des planches, c'est les assemblages. Donc, on a fait plusieurs tests sur différents types d'assemblages, qu'ils soient boulonnés, par gousset, vissé, et puis effectivement cloué. Et l'assemblage qui s'est imposé, paradoxalement, c'est le clouage. Donc, il n'y a qu'à vérifier dans l'idée de démonter une palette réalisée en peuplier. On s'aperçoit de la difficulté qu'on va avoir à démonter correctement la palette. Dans la réalisation de ce projet, puisqu'on avait relativement peu d'informations finalement, pour parfaire un peu les propos qui ont été tenus avant. Effectivement, il y a une multitude de peupliers, il y a le Robusta qui s'imposait, on s'est aperçu de l'hétérogénéité de l'agrume en soi de Robusta. L'entrepreneur qui a été attributaire du marché nous a proposé de faire un prototype pour vérifier en fait toutes les contraintes les hypothèses de dimensionnement. Donc on a fait un partenariat avec l'IUT de Béthune et on a pu utiliser leur banc d'essai dans la halle de VRD. Donc, on avait du gros matériel pour tester du bois, c'était relativement intéressant, et tout un système de capteurs, etc. Donc, on a pu vérifier quand finalement, sur une base du cahier du FCBA de 1984, en tout cas à l'époque, il y a 15 ans, on prenait les références de résineux augmentées d'une majoration de 30%. Sur cette base-là, on a dimensionné, on a fait un prototype, on a essayé, et on s'est aperçu que finalement, la poutre a pris 2,5 fois la charge sur laquelle on l'avait prédimensionné. Donc on s'est aperçu aussi à travers ça, et à travers le premier essai de vérification des déformés, le deuxième essai qui a été un test destructif, que les caractéristiques mécaniques du bois en soi, les fibres, ont une dimension sécuritaire, puisque la poutre s'est déformée, d'accord, a cédé en partie et a repris de la charge. Donc, c'est une bien particularité du peuplier, d'où l'expression « le peuplier plie mais ne rompt pas ». Là, ici, vous avez une photographie un peu du système de chantier. Donc, vous voyez, l'ensemble porteuse en ossature type plateforme, et puis l'ensemble de poutres qui était prévu initialement en lamellé collé. Et on a pu, dans le cadre d'un projet en filière bois local, le passer ici en peuplier sur la totalité. Voilà ici le projet fini. Donc voilà, la particularité aussi de se poser des questions sur la reconstitution d'une structure à travers une planche permet aussi de travailler sur l'ornementation en soi de l'espace, qui donne une certaine qualité. Un deuxième projet qui est emblématique pour nous aussi, c'est le stade de football de Étaples-sur-Mer. Emblématique pour
pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on a une première approche en fait, du bois abouté, l'utilisation de bois abouté en peuplier, notamment pour réaliser les porte-à-faux sur les tribunes. Vous avez en arrière-plan des espaces de vestiaires et l'ensemble de la toiture se poursuit en porte-à-faux et devient la protection de la tribune. Avec une des particularités, c'est que le porte-à-faux est au-delà du tiers de la portée. Donc en ingénierie, c'est un moment d'articulation bien particulier. On a opté pour une utilisation vraiment globale de peuplier, tout en peuplier. Donc on a réussi à travailler aussi avec les premiers bardages en peuplier BMT, donc modifiés thermiquement. Et c'est une réussite, ils sont extrêmement stables, ils résistent extrêmement bien, un grisaillement homogène. Vraiment, je recommande d'utiliser du peuplier en bardage, ventilé 4 faces. Il faut bien faire attention à la mise en œuvre. Avec une particularité, donc là ici, pour vous montrer les dispositions, donc 2 appuis simples avec un porte-à-faux qui est de l'ordre de 4,95 pour 8,94 entre 2 appuis. Donc on est vraiment au-delà du tiers de la portée. Et l'ensemble de la charpente a été constitué par un plancher cloué. Le principe de plancher cloué nous a permis, au regard des disponibilités de sections de bois issues des sillages, à savoir des maximums de 22 cm de hauteur, avec un système de lames alternées, à augmenter l'inertie et à pouvoir vraiment accéder à des grands porte-à-faux. L'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que Étapes-sur-Mer, c'est une ville du littoral, près du Le Touquet, où on a eu des contraintes maximum au niveau climatique, ce qui nous a permis aussi d'appréhender autrement l'utilisation de ce peuplier, puis d'essayer de lui donner à nouveau des lettres de noblesse en termes d'utilisation, puisque les charges maximum, les charges climatiques étaient vraiment maximales à ce niveau. Donc, toujours dans les différentes constatations qu'on a pu avoir sur le premier projet, où, vu l'hétérogénéité du peuplier, on a systématiquement, et maintenant encore, on a à peu près une dizaine de projets en filière locale en utilisation de peuplier, on caractérise systématiquement, mécaniquement, l'ensemble des pièces de bois que l'on va utiliser, en termes de structure, évidemment. Donc là, ici, à nouveau, on a pu bénéficier des UT de Béthune, et notamment de leurs locaux. Et donc là, on a utilisé une machine telle que vous l'avez en arrière-plan, la machine jaune, à décalé à 45 degrés, qui s'appelle le Modulo, qui a été récemment homologué par le FCBA pour classer mécaniquement l'ensemble des planches de cette structure. Donc, après avoir classé l'ensemble de ces planches, on a trouvé un partenariat pour appréhender l'aboutage. Donc ici, les premiers essais d'aboutage sur le peuplier. Alors, on a fait plein de types d'essais sur différents types de colle, sur les différents types de pressage, etc. Et on s'est aperçu que finalement, les modalités d'aboutage du résineux étaient appropriées au peuplier. Voilà. Donc, toujours dans la même dynamique, puisqu'on avait toujours une approche avec un peu de recherche et développement à travers l'utilisation du peuplier, puisque très peu de choses existantes, hormis des bâtiments agricoles, avec toutes les déformées qu'on a pu constater. Là, ici, avec un classement systématique de toutes les pièces de bois, après aboutage, on a élaboré des éléments de plancher cloué préfabriqué, dont là, ici, un prototype. On a fait des essais aussi, pareil, des essais de contraintes. Donc, 2 types d'essais, un vibratoire lié au vent, puisqu'on se situait là en bordure de mer, et un deuxième de contrainte mécanique. Donc, on a reconstitué en fait les 2 appuis simples, et en partie en bout de porte-à-faux, un vérin qui a simulé la déformation des charges sur lesquelles on devait répondre. Donc, 2 types de contraintes aussi, donc celle pour vérifier nos hypothèses et une autre destructive, voilà, pour vous montrer les déformations. Donc, on voit bien le plancher cloué avec le diaphragme en partie haute, plancher cloué à lame alternée pour monter sur la partie inertie, et la contrainte maximum qu'on appuyait en bout de porte-à-faux. Alors, encore une fois, grande surprise sur les résultats qu'on a pu obtenir, notamment, à nouveau, on était 2 fois et demi en termes d'essais destructifs, 2 fois et demi, on acceptait 2 fois et demi la charge maximum qu'on lui avait demandé à cette structure. Donc ici, vous avez une photographie de chantier, donc des éléments préfabriqués qui sont venus se coller l'une sur l'autre pour former en fait un plateau donc 15 mètres par 16 mètres de long 2 fois. Ça représente en gros 160 mètres cubes de bois. Donc vu la quantité à l'époque, puisque c'était de bois d'œuvre nécessaire, puisqu'on appréhendait au tout début notre démarche en filière, on a eu 5 scieurs qui se sont fédérés pour répondre à notre projet. Donc voilà, là ça aussi ça a été une autre
difficulté d'organiser tout ça, de rencontrer tout le monde, d'établir des modalités de livraison, etc. Mais ça s'est relativement bien passé. Tout le monde est très fier de la dynamique. Une chose qui est à noter à travers cette dynamique de filière bois locale, c'est la synergie qu'on peut retrouver autant des propriétaires forestiers, des scieurs, des charpentiers, des maîtres d'ouvrage, qui voient à travers ce type de projet l'opportunité de redéveloppement d'un système économique sur le territoire, etc. Et puis l'impact social. Donc, cette dynamique filière bois locale, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en termes de développement de territoire. C'était une petite parenthèse. Là, ici, on vous montrait aussi l'utilisation du peuplier en bardage. Donc là, ici, il est relativement neuf, mais une des particularités aussi du peuplier étant relativement sec, c'est un bois qui va s'humidifier pendant les périodes de pluie. Vous avez un assombrissement du bâtiment. Quand il va sécher, il va devenir beaucoup plus clair. Donc, il donne, suivant le climat, vous allez avoir des impressions beaucoup fluctuantes et relativement intéressantes finalement sur l'expression architecturale. Là, ici, vous avez la version terminée de nuit. Voilà, l'ensemble réalisé en peuplier. Pour conclure, je voulais vous présenter d'autres projets que l'on a fait, mais très rapidement. Un projet à Courcelles-lès-Lens, où là, on a été plutôt dans une dynamique de massification d'utilisation du bois local. Donc, l'ensemble de la structure en peuplier, l'ensemble des menuiseries extérieures et du bardage en chêne, massif, et l'ensemble de l'aménagement intérieur en hêtre. Donc, les trois essences les plus répandues sur le territoire des Hauts-de-France. Donc voilà, ici, les éléments de charpente. Donc, vous voyez aussi traité avec un séchage aux alentours de 12%, posé sur 2 poutres lamellées collées pour une portée de 12 mètres. Voilà. Donc, on arrive à l'ensemble constitué d'éléments aussi, encore une fois, en plancher cloué. Un autre projet, là, qui est plus un projet de réhabilitation énergétique d'un bâtiment existant, compris une extension pour une entreprise qui s'appelle Vive Énergie qui travaille autour des chaudières à granulés. Là, ici, avec une particularité qui était pas un gros projet, bon, quand même 850 mètres carrés, mais un projet où on a pu mettre en œuvre tous les éléments à notre disposition, les éléments de construction à notre disposition issus du peuplier, à savoir des poutres en lamellé collées, du bois massif de base, du bois massif, pour valoriser les bois courts. Vous voyez sur le détail, notamment au niveau de la crotère, on a vraiment poussé les choses au maximum pour une utilisation de bois massif, des poutres lamellé collées, des poutres du haut, des poteaux, et aussi une utilisation des contreplaqués peuplifeux de chez Drouin pour faire les contreventements des ossatures. L'idée aussi, c'est qu'on voulait montrer l'ensemble de l'ossature, enfin celle-ci devait rester apparente, puisque après c'est un showroom pour mettre en place un ensemble de chaudières. Voilà, et l'ensemble de ce bardage de ce projet est réalisé là en aulne, aussi, qui est une autre essence utilisable sur notre territoire, et l'ensemble des menuiseries en chêne massif. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Il y a beaucoup de questions, donc on va tout de suite enchaîner. La première, c'est sur comment tu fais pour imposer justement ces circuits courts dans le cadre des marchés publics. Alors ça c'est un peu spécifique. C'est un peu problématique. On ne peut pas imposer. On demande simplement que l'essence soit, existante sur le territoire des Hauts-de-France. Par contre, tous les projets qu'on le réalise, on s'inscrit dans ce qu'on appelait à l'époque la filière HQE, la haute qualité environnementale, et on fixe à travers une charte, en fait, toute une méthodologie et des critères pour le choix. Et donc, on ne peut pas imposer l'utilisation de bois issus du territoire. L'essence, oui, mais pas le bois. Mais par contre, généralement, les entreprises qui répondent avec une production maintenant du territoire sont les plus offrantes. Voilà, sont les plus offrantes. Donc généralement, en termes de traçabilité, puisqu'on fait extrêmement attention à ça, on va généralement voir nos arbres en station, on va réceptionner le sillage, on va vérifier le séchage, on regarde un peu le rabotage, etc. On suit tout le système jusqu'à la préfa. Et là, généralement, on assure bien une traçabilité où l'ensemble des bois sont issus du territoire. Mais on ne peut pas imposer. On ne peut pas l'imposer. C'est la réponse de l'entreprise en termes de mieux-disant à travers leur mémoire technique qui va faire qu'on va plutôt choisir un tel ou un tel. On n'est pas dans le moins-disant, on est dans le mieux-disant. Donc, leur mémoire technique est très importante là-dessus.
Merci beaucoup, Laurent. Avant de poursuivre avec les questions, on nous demande également si le webinaire sera disponible en replay. Donc oui, le webinaire sera bien disponible en replay sur le site de France Bois et la chaîne YouTube de France Bois Région. On enchaîne avec une autre question, Laurent. En termes de mise en œuvre sur chantier, est-ce que tu as des préconisations particulières, notamment une attention particulière en phase de chantier vis-à-vis de la protection à l'eau? Oui, oui. Alors, c'est pour tous les bois en fait, mais par contre on fait très attention à toutes les dispositions en pied d'ossature. Donc la règle en fait de la distance entre la rase inférieure de la première pièce de bois de structure et le TN, ça c'est très important à avoir. Et on travaille souvent avec une lisse basse en fait qu'on travaille en chêne. Voilà, la lisse basse de réglage des ossatures, c'est du chêne. Sur une première membrane de PDM, on ajoute une deuxième membrane et on fait très attention à toutes les remontées, qu'elles soient sur le plan horizontal ou sur le plan vertical. Donc c'est ça, c'est un élément de structure qui fait l'objet d'une sorte de pré-réception, si vous voulez. Il faut être très vigilant à tous ces éléments-là. Et puis après, sur la qualité de la paroi. Donc, on travaille, nous, tout le temps avec des systèmes perspirants, toujours. On n'utilise jamais de pare-vapeur, c'est toujours des varios avec les échanges hygrométriques. C'est surtout là où il faut faire attention. Après, l'idée, donc c'est pas toujours réglementaire, mais on a eu des demandes privées. Donc là, la question de l'appel d'offres public ne se pose plus. Mais on nous demande quelquefois des bois qui sont non traités aussi, dans une dynamique environnementale exemplaire. Et donc, ça nous arrive d'avoir à faire sécher des bois aux alentours de 9%, mais par contre, pour avoir une certaine stabilité, entre 9 et 12% d'humidité intrinsèque. Mais par contre, on est très vigilant sur les dispositions liées à sa mise en œuvre. Et concernant, pour finir, concernant les bardages, ce que nous on préconise, même pour le chêne, on utilise des planches, la majeure partie du temps, ce qui nous coûte le moins cher aussi pour rentrer dans les budgets, des planches, et on pose sur à claire-voie, de façon à avoir une ventilation 4 faces, et toujours à la verticale, toujours, notamment des essences comme l'olne, par exemple. Alors, je vais justement là, tu parlais des coûts, justement, des techniques pour essayer de proposer des bois en circuit court à des prix compétitifs. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que tu arrives, toi, à faire ces projets en circuit court à des prix, a priori, tu y arrives, mais comment tu fais? En fait, tout est lié. Il faut avoir une bonne connaissance de la filière locale. Moi, j'ai eu la chance de commencer dès le départ, donc je connais une grande partie des scieurs. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des ingénieurs qui sont très sensibles à ça, de rencontrer des entrepreneurs qui ont rentré de plein fouet dans le développement de cette filière. Et on s'est aperçu qu'il faut connaître les modalités de travail des partenaires. En premier lieu, les scieurs. Voilà. Et donc, quand vous pensez une structure en fonction des capacités d'approvisionnement, par exemple, la plus parlante, c'est la salle Grémaud. On n'est pas parti avec des poutres en lamellé-collé en se disant « débrouillez-vous, faites-nous des poutres en lamellé-collé de peuplier ». Ce n'était pas possible, de toute façon. Donc, on a travaillé avec des planches, vous voyez. Et donc, l'approvisionnement de planches, elle n'a pas coûté excessivement cher, si vous voulez. Après, tout est dans l'ingénierie. Travailler avec la filière bois locale, c'est travailler avec de l'ingénierie. Il faut avoir connaissance de la matière. Dans tous les travaux qui sont réalisés actuellement, c'est nécessaire, en fait, si vous voulez. C'est mon avis. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous aussi pour toutes vos questions. Malheureusement, on ne peut pas prendre le temps de répondre à toutes. On va être obligé d'enchaîner avec Sébastien Nerva, donc, de la direction de la stratégie et l'innovation à l'EPA Marne, aménageur public en Île-de-France. Donc, Sébastien, je te laisse prendre la parole et faire ton retour d'expérience. Merci. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc du coup, peut-être commencer juste par un petit mot sur notre structure EPA Marne, EPA France, avant de passer au sujet qui nous concerne ce matin. Donc aménageur public au service des collectivités intervenant sur l'est de la région francilienne. Vous retrouvez ici notre périmètre territoire d'intervention. Donc, vous avez les chiffres clés que je ne redonne pas, mais peut-être certains indicateurs à retenir. On est donc sur un rythme de production résidentielle annuelle d'environ 2000 logements par an.
Donc, en tant qu'aménageur, puisque ce n'est pas un métier qui est toujours très bien connu, on viabilise et vend les terrains sur tout type de produits, notamment résidentiels, aux promoteurs bailleurs pour cette typologie-là. Travaille au service des communes et des intercommunalités, main dans la main. Donc, peut-être ce qui est important de retenir, nous, sur ce territoire d'intervention en tant qu'aménageur public sous tutelle du ministère de la Cohésion des Territoires, c'est que depuis 5 ans, on a initié une stratégie de développement en faveur de la construction bois et que après 5 ans d'activité, donc depuis 2015, nous avons engagé 4 500 logements en bois. Ça représente à peu près 60 000 m² de surface de plancher par an. Donc, on va être un petit peu moins actuellement de 300 000 m² de surface de plancher engagés en bois. Quand je dis engagé en construction bois, nous, ce qu'on observe sur notre territoire, c'est une tendance naturelle vers une répartition entre 20% en 100% bois en superstructure sur des typologies de R+1 à R+5. Et puis, sur des mêmes typologies ou d'autres, 80% en mixité bois-béton dans une mixité classique de noyau béton et de façade bois. Donc, grâce à cette stratégie et impulsion, un chiffre qu'on partage ici, qui est une estimation, mais on a pu réduire notre empreinte carbone de 65 millions de kilogrammes équivalent CO2, autant sur la partie de la réduction des émissions, donc des émissions évitées, que sur le stockage, puisque le bois a cet avantage, ce double avantage, de réduire les émissions carbone et d'assurer un stockage carbone. Alors peut-être juste avant de rentrer sur notre question du feuillu, pourquoi le bois pour nous en tant qu'aménageurs publics? Pour au moins 2 raisons, que sont la première raison, elle est urgente. La seconde raison, elle est prospective. Première raison urgente, c'est la stratégie nationale bas carbone qui s'impose à tous pour réduire l'empreinte carbone. Alors, les aménageurs peuvent avoir plusieurs leviers bas carbone. On peut penser à la mobilité ou l'énergie. C'est vrai que les matériaux, pour les superstructures, restent un levier facilement accessible. L'énergie et la mobilité, on peut aussi travailler dessus, mais ça peut être un petit peu moins immédiat. Donc ça, c'est au moins la première raison, c'est pour faire face à l'urgence climatique. Et la seconde raison qui est prospective, c'est qu'en tant qu'aménageur public, on se doit de contribuer à l'équilibre et à l'équilibre des coûts de construction et à éviter le renchérissement potentiel des logements pour les futurs acquéreurs du territoire. Donc typiquement, miser sur un matériau qui est renouvelable, de notre point de vue, c'est éviter les éventuelles tensions de prix et de surcoût sur la ressource. Donc, au lieu de faire appel à peut-être du gravier et du sable qui sont non renouvelables et qui sont peut-être soumis à cette tension marché, nous, on a préféré miser sur un matériau renouvelable pour éviter ce renchérissement et éviter que l'acquéreur, je donne un exemple, au lieu d'acheter son T2 à 180 000 euros, ne l'achète à 200 000 euros parce que la matière première s'est renchérie et que l'opérateur a transféré ce surcoût vers l'acquéreur. Donc, toute cette stratégie, depuis 2015, nous, elle s'est appuyée grandement grâce à notre partenaire historique qui est d'ailleurs présent et participant au FCBA. C'est dans ce partenariat avec l'Institut technologique FCBA qu'on a pu monter en compétences, en connaissances, puisque avant, on faisait quelques opérations en bois, mais pas à ce niveau très volontaire, donc de 1000 logements par an, soit 50% de notre production résidentielle annuelle. Alors, pourquoi le feuillu ? Très simplement, le feuillu, on a vu que nous, on avait des raisons de réduction d'empreinte carbone, d'anticipation d'un éventuel renchérissement de la matière, mais aussi une dynamique d'économie circulaire. Donc, on a bien en tête qu'il y a une ressource qui est nationale et régionale importante, qui n'est pas suffisamment utilisée. On s'est déjà fait la main, je dirais, depuis 5 ans sur l'essence qui est résineuse. Et donc, étant conscient de ce diagnostic de la présence du feuillu et aussi la combinaison du fait que nous avons un besoin, puisque notre cible standard sur notre territoire, c'est le petit bâtiment collectif de R+1 à R+5,
on a pressenti la bonne adéquation. Donc, moi, je ne vais pas vous faire un retour d'expérience sur une opération livrée, mais sur une opération en cours, puisque le retour d'expérience, il est plutôt sur l'initiative de l'aménageur pour s'assurer de construire en feuillu, et là, notamment en peuplier, puisque j'avais écrit pourquoi le bois, pourquoi le feuillu. Là, on pourrait dire pourquoi le peuplier. Donc, il s'agit d'une petite opération, hein, de 9 maisons. Ce sont des unités de 120 mètres carrés, donc sur un terrain qui nous appartient. Et sur cette opération, nous voulions incorporer le plus massivement possible de feuillus, et donc challenger ça. Et donc, pour cela, on a lancé une faisabilité. On s'est appuyé, nous, sur notre expertise interne et expertise externe. On a fait appel à une AMO Innovation, donc, qui est représentée là. Vous avez le logo A003 par Stéphane Cochet, voilà, spécialisé, expert dans la construction bois. Et on a demandé à cette AMO de s'assurer de mettre les feux au vert, si je puis dire, sur tout un tas de paramètres avant que nous, aménageurs, on puisse lancer cette consultation en bois feuillu, et d'éviter la consultation infructueuse. Donc, le premier paramètre qu'on a regardé, c'est le paramètre de la disponibilité, même si notre petit doigt nous disait, avec tous les diagnostics qu'on avait sous la main, que c'était possible, mais surtout que ce soit une disponibilité proche. Et donc là, on a observé que, notamment, l'essence du peuplier dans la région des Hauts-de-France, donc à un peu moins de 300 km de notre opération, était disponible. Ça, c'était une première question importante. Pour cela, notre AMO s'est tourné justement vers la FIBois Hauts-de-France, assez naturellement, qui l'a accompagné dans cette faisabilité, pour s'assurer de ce point. Le deuxième point, c'était le point du coût, puisque nous, en tant qu'aménageurs, on va vendre des charges foncières à l'opérateur, promoteur en l'occurrence, qui est Miguet. Vous avez le nom qui est indiqué ici sur la présentation. Et donc là, nous, ce qu'on a pu observer avec cette AMO, c'est que par rapport à un résineux, on était à un éventuel surcoût d'à peu près plus 50% par rapport au résineux. Et alors, pourquoi on s'est orienté? Ça, c'était une de nos questions, parce qu'on ne savait pas initialement si on allait s'orienter sur le peuplier, sur le châtaignier, sur le chêne, même si on pressentait certaines choses. Le retour de la faisabilité de l'AMO et puis FIBois Hauts-de-France, c'était de constater que si on partait sur d'autres essences comme le chêne, ou le hêtre ou châtaignier par exemple, on n'allait pas être sur les mêmes sections. Et vu notre typologie, puisque je ne l'ai pas précisé, mais vous avez l'image ici, ce sont des maisons en R+1 plus comble, on souhaitait plutôt rester dans une solution constructive en ossature. Et on avait le retour d'expérience qu'en basculant sur du poteau-poutre, solution constructive quand même un peu plus courante pour les moyennes ou grandes hauteurs, sur des petites typologies comme ça, on pressentait un surcoût plus important. Donc, ce surcoût sur la matière, on l'a simulé sur le coût de construction de l'opérateur. Et nous, on a évalué ce surcoût rapporté au coût de construction hors VRD et honoraires de maîtrise d'œuvre à environ 2%, et qui nous semblait, de notre point de vue, nous, aménageurs, en anticipation par rapport à l'échange et négociation avec le promoteur, acceptable. Ensuite, on a regardé le niveau de conformité aux techniques courantes, puisqu'il s'agit bien pour nous, aménageurs, de ne pas lancer d'opération, en tout cas pour ce type d'opération, en ATEX, en appréciation technique d'expérimentation, ou en avis de chantier, puisque de notre point de vue, trop lourd à porter pour l'opération. La réponse là a été favorable, de nous dire oui, aucun problème. Nous sommes conformes aux techniques courantes par rapport au domaine d'emploi qui est visé, donc pas d'ATEX, pas d'avis de chantier. On a regardé notamment le niveau d'incorporation, et donc l'ambition de l'incorporation de cette essence peuplier dans ces maisons. Et là, on a visé une ambition de base, si je puis dire, qui est une ambition qui s'adresse aux low structures, donc les murs, les planchers et puis la charpente traditionnelle,
en se disant que ça, c'était déjà un effort intéressant et que si on souhaitait mettre la barre un peu plus haute, alors on pourrait regarder d'autres sujets comme les menuiseries extérieures ou le bardage et les aménagements intérieurs et que ça se ferait dans l'échange avec l'opérateur. On a regardé enfin, pour conclure, des questions de maîtrise d'œuvre. Donc nous, au bout de 5 ans de construction bois sur le territoire, des carnets d'adresses de maîtres d'œuvre, on en a un bien fourni. Donc l'ossature, que ce soit en résineux ou en peuplier, le retour de cette faisabilité, c'est que ça ne changeait pas grand-chose et qu'on pouvait regarder dans ce carnet d'adresses de maîtres d'œuvre architectes qui maîtrisaient la construction bois. Et puis, on a regardé deux autres aspects importants quand on se lance dans des opérations un petit peu différenciantes comme ça, la question de l'entreprise. Donc, on a repéré une entreprise qui maîtrisait cette essence sur le chantier et très proche du site de l'opération. On a regardé les scieries qui pouvaient être disponibles. Donc, tout ce travail, on l'a fait aussi main dans la main avec Fibois Hauts-de-France. Et puis, on a regardé, sujet qui est quand même important pour les promoteurs bailleurs qui ont l'habitude de construire en matériaux conventionnels et pas en bois, la compétence du contrôle technique, puisque parfois, on peut tomber sur des bureaux de contrôle technique peu sachant sur la construction bois et donc encore moins peut-être sur le feuillu. Et donc là, on a pu identifier, alors je ne vais pas faire forcément de publicité ou de fausse ou de bonne publicité, mais il se trouve que dans le paysage des bureaux de contrôle, en tout cas qui interviennent sur notre territoire, on avait préidentifié un bureau de contrôle qui est Alpes Contrôle, qui a le mérite, peut-être à la différence d'autres, d'avoir un pôle assez conséquent, bois biosourcé, quand peut-être d'autres bureaux de contrôle technique n'ont qu'un référent ou une référente nationale, et donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est le travail de l'aménageur pour préparer le terrain, s'assurer que les feux soient au vert pour lancer la consultation. Il faut quand même savoir, peut-être en 2 mots, si je prends peut-être pas trop de temps, en plus que la première consultation, elle n'a pas été immédiate, les résultats n'ont pas été immédiats. Faut quand même voir que même sur un territoire comme le nôtre, où on fait du bois depuis 5 ans, il y a encore des acteurs qui sont un petit peu craintif. Et donc sur le feuillu, c'était encore plus compliqué. Et donc le premier tour de consultation n'a pas été tout de suite favorable. Il a fallu qu'on rentre en discussion avec l'opérateur retenu, Miguel. Je n'ai pas cité, pardon, aussi le cabinet d'architecture, Graham Architecture, sur cette opération. Donc nous, l'objectif pour nous, aménageurs, c'est bien que ces 50% de construction bois par an sur notre volume de production résidentielle, donc c'est 1000 logements par an, petit à petit, on répartisse mieux la balance entre résineux et feuillu. Et c'est pour ça qu'on lance ce type d'opération pilote avec ce type de faisabilité. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long, Alec et Thomas. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Sébastien. C'était très bien. On va commencer avec une première question. Tu as fait mention du choix de la maîtrise d'œuvre pour ce projet. Une question sur la facilité à trouver un architecte et des architectes et des bureaux d'études compétents en bois feuillu. Voilà. Est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? Alors, peut-être d'abord sur les bureaux d'études, il y a le site IBC qui est très bien, qui recense par région. Moi, en tant qu'aménageur, je ne connais pas tout, mais je connais au moins ce site IBC qui recense les bureaux d'études construction bois et qui, je pense, est très bien fait par région. Donc ça, c'est assez facile, accessible sur le web. Sur ibc.fr ou .com. Sur les maîtres d'œuvre, bon, quand même, aujourd'hui, les architectes, tous les architectes ne sont pas formés à la construction bois, mais il y en a de plus en plus. Je pense que c'est très simple de se retourner vers les interprofessions notamment, vers le FCBA, vers les membres de la filière, pour trouver vers le CNDB, pour trouver des carnets d'adresses de maîtres d'œuvre. Tout un tas d'acteurs, à tout un tas de carnets d'adresses de maîtres d'œuvre, architectes compétents, sachant sur la construction bois, que ce soit sur l'ossature classique ou sur le poteau-poutre ou le CLT. Donc nous, on a notre carnet d'adresses personnel, d'ailleurs qu'on peut partager bien volontiers, mais il y a aussi tous les membres de la filière que je citais qui peuvent partager des contacts d'agences qui maîtrisent parfaitement la construction bois, peu importe la solution constructive, et la mixité, et qui maîtrisent aussi le feuillu. Alors, je vais permettre juste, il y a pas mal de questions sur les coûts.
Et c'est vrai que Sébastien, tu as parlé, et tu as dit aussi 50% de surcoût avec l'utilisation de feuilles. Effectivement, il peut y avoir sur un prix au mètre cube, le peuplier peut-être 2 fois plus cher que le résineux au mètre cube. Simplement, le coût après d'impact sur le bâtiment fini est beaucoup moindre. Et là, voilà, il y a assez peu de bois dans un bâtiment en bois. Hein. C'est des structures, des squelettes qu'on vient remplir d'isolant. Donc, le coût matériau n'a pas un impact très, très fort sur le coût de la construction finale. Pour juste acter des prix, aujourd'hui, du résineux, lamellé collé de résineux, il est aux alentours de 500 € du mètre cube quand il arrive dans une scierie en France. Et pour du peuplier, on peut être pour du bois lamellé collé aux alentours de 1 000 €. Je n'ai pas les références pour le hêtre, mais je pense qu'on est au-delà de 1 000 € du mètre cube pour du bois lamellé collé de hêtre. Voilà un petit peu en termes de prix sur les matières, je dis bien sur les matières, l'impact que ça peut avoir. On a aussi une question peut-être plus globale, Sébastien, sur peut-être un retour d'expérience sur les 2000 logements en bois engagés par le PAMA, en termes peut-être de prix, de délai, de perception des usagers, ou peut-être des désordres au niveau des projets liés à l'utilisation du bois. Oui, alors donc au total, c'est 4500 logements engagés. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur ces 4500 logements engagés, il y en a à peu près 20% livrés, 30% en chantier et puis les 50% restants en conception, de fait, de ces 5 ans de lancement de cette stratégie. Je dirais que le retour des habitants, alors on ne tient pas, on devrait le faire d'ailleurs, un observatoire très précis d'entrée dans les lieux de chaque acquéreur, mais le retour que nous relaient les collectivités est très bon. Alors, il faut aussi voir que parfois le bois n'est pas apparent, hein. Donc tout simplement, les acquéreurs parfois ne savent même pas qu'il y a du bois en structure, s'il n'est pas apparent à l'intérieur ou à l'extérieur par bardage, voilà. Mais globalement, le retour d'expérience est très bon sur l'acceptabilité. On n'observe pas forcément dans les bulles de vente de ralentissement de vente des logements. C'est quand même important pour les opérateurs, peut-être qui nous écoutent, promoteurs, bailleurs. En revanche, ce qui est très important, je me permets d'insister là-dessus, puisque ça, c'est un retour d'expérience terrain, c'est que les commerciaux qui sont à l'intérieur des bulles de vente soient formés à la construction bois pour justement avoir les bons arguments, être convaincus déjà eux-mêmes et pouvoir convaincre en face les acquéreurs. Ça, c'est important de ne pas mettre un commercial complètement sans formation dans sa bulle de vente pour des logements construits en bois, que le bois soit apparent ou non. Et puis après, il y a des retours d'expérience terrain. Alors, je pourrais en parler beaucoup, mais peut-être pour faire très court, si je peux au moins insister sur cet aspect-là, c'est très important qu'on soit, si vous êtes en conception classique, loi MOP, et que vous avez une consultation des entreprises, vous êtes en entreprise générale, par exemple, parce que bon, les entreprises, il y a quand même pas beaucoup d'entreprises bois, entreprises générales, ça, de plus en plus, hein, mais ça reste quand même un petit périmètre. Donc, si l'entreprise générale n'est pas une entreprise bois, qu'elle soit désignée immédiatement en co-traitante à côté de l'entreprise générale, qu'il n'y ait pas de doute sur qui va avoir le lot bois. Et puis, un conseil très important, où je pense de ne pas dire de bêtises, puisque c'est le conseil qui est donné par toute la filière, je crois, c'est que cette entreprise co-traitante qui a la responsabilité bois soit mise en responsabilité sur le macro-lot clos couvert, avec tous les sous-lots qu'on va intégrer dedans, pour éviter les petits problèmes aux interfaces, donc pour éviter que le couvreur qui vienne sur une ossature bois et qui ne sait pas que c'est de l'ossature bois perce avec son chalumeau une couverture, et parce que souvent les sinistres et les désastres que nous on observe sur notre territoire ou au-delà, ce sont souvent des sous-traitants de sous-traitants qui ne savent pas et qui ne sont pas formés à la construction bois. Donc il y a vraiment un conseil, je pense, à retenir au niveau de la dévolution des marchés travaux, c'est que l'entreprise bois soit mise en responsabilité du macro-lot clos couvert, comme ça, elle s'assure de cette responsabilité sur toutes les interfaces qu'on peut retrouver. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. Je voudrais juste pour les participants rappeler que tout sera en téléchargement, qu'il y a également de la ressource documentaire qui est à votre disposition en ligne sur la construction bois. Alors, à travers le site alors un premier site qui est le site de la construction bois, donc le prix national de la construction bois, où vous retrouvez
plein de retours d'expérience de construction bois, dont des retours d'expérience en construction feuillue. Vous cherchez par région, vous retrouverez certainement les projets de Laurent Bayet. Un autre site important, c'est le site Ambition Bois, où vous avez toute une ressource documentaire sur les projets de construction en bois et sur les projets de réhabilitation avec le bois, avec les façades préfabriquées, ainsi de suite. Plein de documentation technique et de ressources documentaires aussi et réglementaires. Le site de l'interprofession Francilbois en région Île-de-France et le site de l'interprofession FIBois Hauts-de-France pour la région Hauts-de-France, avec un agenda de formation qui reprennent alors plein de formations sur la construction bois qui sont dans le cadre des projets européens, donc très peu chers, financés par l'Europe, sur l'acoustique, l'incendie, voilà, toutes les problématiques spécifiques à la construction bois. Je vous remercie. Je laisse peut-être Alec pour le mot de la fin. Et merci pour votre participation et merci à tous les personnes qui ont présenté leur projet. Vraiment très chouette. Merci. Merci. Merci Thomas. Oui, rapidement pour dire également qu'avec Francilbois, on travaille au développement aussi du feuillu en Île-de-France, notamment par le biais du pacte bois biosourcé pour une massification de l'utilisation du bois dans la construction, mais également aussi avec le booster bois biosourcé. Donc c'était la première édition de cette année, avec qui est un appel à projet innovation dans la filière forêt-bois. Voilà, on est dans cette démarche vraiment de développer l'utilisation de la ressource locale et donc de la ressource feuillue. Un point rapide pour conclure avec les prochains rendez-vous France Bois Région. Prochain webinaire France Bois Région, le BABA du carbone, qui est organisé par FIBois Hauts-de-France le 30 juin. Et il y aura également un webinaire acoustique organisé le 1er juillet par FIBois Sud. Donc voilà, les prochains rendez-vous. Je vous remercie à tous pour votre attention et toutes vos questions. Le webinaire sera bientôt disponible sur le site internet Francilbois et sur la chaîne YouTube France Bois Région. Voilà, puis juste vous rappeler que si vous avez des projets de construction bois en région de France, parce qu'il y a une volonté politique d'utiliser le feuillu en région de France, il y a un accompagnement financier pour des projets qui intègrent du feuillu en Hauts-de-France. Et vous pouvez vous venir vers l'interprofession FIBois de France. Merci à tous pour votre participation et une très bonne journée.